Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Zombo, était un homme d'État congolais, né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge, et mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Patrice Emery Lumumba est né à Onalua, territoire de Katako-Kombo-Sankuru, Congo belge, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Il fréquente l'école catholique des missionnaires puis, élève brillant, une école protestante tenue par des Suédois. Jusqu'en 1954, année de la fondation d'un réseau d'enseignement laïque et de la première université, la Belgique coloniale n'a que peu développé le système d'éducation, entièrement confié aux missions religieuses. L'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers que des clercs, mais Lumumba, autodidacte, se plonge dans des manuels d'histoire. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani, employé de deuxième classe à la Poste, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa carte des « immatriculés », réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays, 200 immatriculations sur les 13 millions d'habitants de l'époque. Il découvre, en travaillant pour la société minière, que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. L'historien congolais Isidore Ndewel Ndiem précise, Lumumba, à cause de son identité de Tetla, avait son électorat, naturel, dispersé dans l'ensemble du pays, ce qui l'obligeait à jouer une carte nationaliste unitaire. Il ne plaide pas pour une indépendance immédiate, d'autant plus qu'il a pris conscience que les frontières du Congo belge et des colonies françaises, anglaises et portugaises voisines sont arbitraires, fixées par les puissances coloniales, ce qui posera un jour la question de répartir les richesses entre les futurs pays africains indépendants. En 1955, il crée une association, APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo, sur la situation sociale des Congolais. Le ministre belge en charge à l'époque de la politique coloniale, Auguste Buisseret, veut faire évoluer le Congo et, notamment, développer un enseignement public. Lumumba adhère au Parti libéral, parti de ce ministre, et y attire des notables congolais. En 1956, il répand alors une lettre circulaire parmi les membres de l'association des évolués de Stanleyville dont il est le président et dans laquelle il affirme « Tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II. » Et, en compagnie de plusieurs notables congolais, il se rend en Belgique sur invitation du Premier ministre. C'est à cette époque que Patrice Lumumba écrit un livre sous le titre Le Congo, Terre d'avenir, est-il menacé? Dans cet ouvrage il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ce livre, il paraît à Bruxelles après sa mort. En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds des comptes de chèques postaux de Stanleyville et condamné à un emprisonnement d'1 an. Il vit son incarcération comme une injustice puisque, n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû. Il imputait ses malversations à l'illogisme des Belges qui incitaient les Congolais instruits à vivre comme les Européens sans leur en donner les moyens matériels. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur des ventes d'une brasserie. En cette même année, il est président de l'association des évolués de Stanleyville. C'est précisément à cette époque que le gouvernement belge prend quelques mesures de libéralisation, syndicats et partis politiques vont être autorisés en vue des élections municipales qui doivent avoir lieu en 1957. Les partis politiques congolais sont parrainés par ceux de Belgique et Lumumba, classé pro-belge par ses discours et ses rapports avec les libéraux belges, est inclus dans l'amicale libérale. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première du genre après la guerre et qui a un grand retentissement dans le monde, des Congolais sont invités en Belgique, dont Patrice Lumumba. Mécontent de l'image paternaliste envers le peuple congolais et peu flatteuse présentée par l'exposition, Lumumba se détache des libéraux et, avec quelques compagnons politiques, noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il crée le mouvement national congolais, MNC, à Léopoldville le 5 octobre 1958. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit l'objectif du MNC en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'ABACO, association indépendantiste, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations.
La BACO est dissoute et son dirigeant, Joseph Kasavubu, déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Débarrassé de Lumumba, qu'elle considérait comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu à Bruxelles, mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais et, à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et, dans la plus totale improvisation, au Congo l'indépendance, qui est fixée au 30 juin 1960. Des élections générales, les premières dans l'histoire du Congo encore belge, ont lieu en mai 1960, que remporte largement le mouvement national congolais, MNC, de Patrice Lumumba. Le dirigeant de la BACO Joseph Kasavubu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. Il forme le premier gouvernement du Congo indépendant. 2 ans après le Ghana, le Congo accueille à son tour une conférence panafricaine. Confronté à la sécession du Katanga, vaste province au sud du pays, soutenue par la Belgique, Lumumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste. Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo. Lumumba en profite pour évincer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée, tout en doublant la solde des soldats. La Belgique, jugeant qu'on ne peut plus avoir confiance dans le gouvernement congolais et dans son armée pour rétablir la sécurité, répond par l'envoi de troupes pour protéger ses ressortissants à Léopoldville, la capitale située dans le Bas-Congo, mais aussi dans d'autres régions. C'est notamment le cas au Katanga, riche région minière, dominée par la puissante entreprise de l'Union minière du Haut-Katanga, où 9000 soldats belges viennent soutenir la sécession de cette province, proclamée le 11 juillet 1960 par Moïse Tshombe. En tout, 11 000 soldats belges sont acheminés au Congo en 10 jours, précédés par les troupes spéciales des paracommandos. Cette intervention militaire surprend à l'étranger, et encore plus en Afrique, par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ce déploiement militaire. C'est que la Belgique, membre de l'OTAN, dispose, en Allemagne de l'Ouest, d'une zone militaire suréquipée s'étendant de la frontière belge au rideau de fer. L'état-major belge dispose, de ce fait, d'une panoplie de ressources militaires en partie d'origine américaine, qui lui permettent de déployer avions, transports de troupes et même des navires de la marine de guerre qui vont bombarder des positions congolaises dans l'estuaire du fleuve Congo. Tout cela avec l'accord de l'OTAN qui autorise, en pleine guerre froide, que soit dégarni le front belge d'Allemagne. C'est un véritable conflit qui menace d'éclater, ce qui provoque l'internationalisation de l'affaire congolaise avec, à l'ONU, une condamnation par l'Union soviétique et des pays du tiers-monde qui veulent soutenir Lumumba et ses partisans. L'ONU ordonne à la Belgique de retirer ses troupes, mais, après plusieurs résolutions contradictoires, rejette l'option militaire et qualifie le conflit au Katanga de « conflit intérieur ». Le 12 août, la Belgique signe un accord avec Tshombe, reconnaissant de facto l'indépendance du Katanga. Alors que Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes reprendre la région, l'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu, empêchant l'entrée des troupes congolaises. Dans un télégramme en date du 26 août, le directeur de la CIA Alain Dul indique à ses agents à Léopoldville au sujet de Lumumba, « Nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que, dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète. » Devant la trahison de l'ONU, Lumumba en appelle à la solidarité africaine et réaffirme son intention de résister. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore une fois la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. Le 4 septembre 1960, le président Joseph Kasavubu annonce à la radio la révocation de Lumumba ainsi que des ministres nationalistes, alors qu'il n'en a constitutionnellement pas le droit, il le remplace le lendemain matin par Joseph Iléo. Kasavubu blâme publiquement Lumumba pour le massacre de milliers de personnes par les forces armées lors de l'invasion du Sud Kasaï en août et pour l'implication soviétique dans le pays. Toutefois, Lumumba déclare qu'il restera en fonction, le Conseil des ministres et le Parlement lui votent une motion de maintien et, à son tour, Lumumba révoque le président Kasavubu, sous l'accusation de haute trahison. De plus, il appelle à Léopoldville une partie des troupes de l'armée nationale congolaise, ANC, stationnées à Stanleyville et au Kasaï. Cependant, un coup d'État soutenu par la CIA éclate à Léopoldville par lequel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir.
Le nouveau régime reçoit le soutien de Kasavubu et de l'ONU. Ex-militaire, mais aussi ancien journaliste dans la presse congolaise pro-coloniale, Mobutu a repris du service dans l'armée congolaise avec le grade de colonel. Il crée immédiatement le collège des commissaires généraux composé de noirs compétents dans divers domaines, transport, économie, politique, etc. chargés de gérer au plus pressé une situation chaotique. Dans le même temps, le 10 octobre, Mobutu assigne à résidence Lumumba, Iléo et leurs ministres. Mais Lumumba fait passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stanleyville, où ils établissent un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Gizanga. Le 27 novembre, Lumumba s'échappe avec sa famille de la résidence Tilkens, à Kalina, et tente de gagner Stanleyville avec une petite escorte à bord de sa Chevrolet. Son évasion n'est découverte que 3 jours après. Grâce à cette avance, persuadé d'avoir réussi à échapper à ses ennemis, il harangue ses partisans sur son passage, ce qui lui fait perdre du temps et permet au major congolais Gilbert Mpongo, officier de liaison du service de renseignement, de le retrouver pour essayer de l'arrêter. Après un premier échec à Port-Franqui le 1er décembre, Mpongo réussit et Lumumba est arrêté à Lodi, dans le district de la Sankuru. Il est ensuite ramené à Mecca, où il est embarqué à bord d'un avion vers Léopoldville, d'où il est transféré au camp militaire hardi de Tisville. Il se trouve alors sous la garde des hommes de Louis Bobozo, un militaire congolais, ancien de l'offensive belge de 1941 contre les Italiens d'Abyssinie, qui a la confiance de ceux qui croient pouvoir ramener le calme. À la date du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans, Maurice Polo et Joseph Okito, sont conduits par avion à Elisabethville, au Katanga, et livrés aux autorités locales. Lumumba, Polo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison, où ils seront ligotés, humiliés et torturés par des responsables katangais, dont Moïse Tchombe, Godefroy Munongo, Évariste Kimba, Kibo, Kitange, mais aussi les Belges Gat et Verscheur. Ils seront ensuite fusillés le soir même, vers 22h45, par des soldats sous le commandement d'un officier belge. En 2003, le documentaire télévisé CIA Guerre secrète explique que Mobutu a fait dissoudre le corps de son rival dans l'acide, après l'avoir fait assassiner. Il est en outre acquis que les États-Unis avaient tenté de faire assassiner Lumumba, mais le plan avait échoué. L'opération avait été ordonnée par Allen Dulles, qui aurait mal interprété la volonté du président Dwight Eisenhower. Au début de l'année 2022, la justice belge voudrait conclure l'enquête pénale qui a suivi la plainte déposée en juin 2011 par François Lumumba pour l'assassinat de son père le 17 janvier 1961. La famille de l'ancien Premier ministre congolais souhaite obtenir plus que la reconnaissance de la responsabilité morale de la Belgique reconnue par la commission d'enquête parlementaire. Le juge d'instruction, le 18 janvier 2022, a donc souhaité accéder, par une saisie, à ces documents non rendus publics conservés au Parlement. Un mandat de perquisition a donc été délivré pour saisir des documents confidentiels au Parlement fédéral de Belgique. La présidente de la Chambre, Madame Eliane Tilleux, s'est opposée à cette saisie, et ces documents confidentiels ont été placés sous scellé au Parlement. La Chambre de mise en accusation doit maintenant statuer sur le caractère licite ou non de la saisie. L'assassinat de Patrice Lumumba reste tragique pas seulement pour la République démocratique du Congo d'où il est considéré comme le premier héros national du pays post-indépendance, mais aussi pour l'Afrique. C'est la fin de cette vidéo, lâche un gros pouce bleu et abonne-toi.